Je me souviens d'ailleurs que lorsqu'il y a eu cette première conférence en 2022, c'était une initiative louable. Louable parce qu'en fait, on a passé quand même au crible de la situation macroéconomique de notre pays et notamment la question sur le climat des affaires. Et je me rappelle qu'il y a eu quelques études qui ont été réalisées par des agences de notation. Je parle ici de Bloomsfield, je parle de Standard & Poor's, je parle aussi de Moody's. Et ces différentes agences de notation ont quand même épinglé un certain nombre de, je peux appeler ça d'avancées que la RDC est en train de faire. Et quand on parle d'avancées, on se rend donc compte que la question du climat des affaires est un processus. Un processus qui a commencé à partir d'un certain moment et un processus qui va avancer jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui, même les États-Unis sont en train de faire des efforts sur le climat des affaires, sur l'amélioration du climat des affaires, l'amélioration de l'environnement des affaires. Et pour parler de notre pays, quelques avancées ont été faites depuis l'année passée. Aujourd'hui, nous pouvons nous rendre compte d'une chose, c'est que nous avons quand même la loi sur la promotion de l'entrepreneuriat et les startups. Ce qui n'existait pas avant, ce qui ne pouvait même pas exister sur la question des petites et moyennes entreprises. Tenez-vous bien, à un certain moment, il était difficile de pouvoir définir une PME. On ne savait pas une PME, c'était quoi. On avait une définition selon le Code des investissements, on avait une définition selon la loi fiscale, on avait une définition selon les petites et moyennes entreprises. La RDC a compris cette pertinente question et on a finalement une loi sur la promotion de l'entrepreneuriat. Ça, c'est une avancée depuis l'année passée. Nous avons aussi la loi sur le numérique. À un moment, nous n'avions que le contexte des télécoms. Le contexte des télécoms était simplement ce qu'on appelle un cadre fédérateur qui était en train de gérer ou de fédérer en fait la question sur le digital. Maintenant, nous avons eu une avancée dans le gouvernement. On a un ministère sur le numérique, on a aussi une loi sur le numérique qui est depuis 2023. Ça, c'est des avancées que je considère comme étant véritablement notables. Nous avons une étude qui a été faite sur l'application des réformes au niveau des provinces. Et c'est une étude que nous, à NAPI, nous avons menée. Et cette étude a démontré qu'il y a eu quelques couacs, qu'il y a quelques avancées, mais qu'il y a aussi de méconnaissance des lois et qu'il y a certaines questions de gouvernance qui ne sont pas tenues. Dans cette étude, on a même établi ce qu'on appelle une sorte de ranking, que je peux appeler une sorte de classement, où les provinces se retrouvent soit en première position, en deuxième position, en troisième position. Les indicateurs qui ont été utilisés, c'est la qualité de l'administration, la transparence, la création d'entreprises et un certain nombre d'éléments. Et donc, c'est pour vous dire que dans les avancées depuis l'année passée jusque maintenant, on travaille sur la question de transparence, l'application des réformes. Mais je ne peux pas ne pas citer le baromètre national sur le climat des affaires qui a été lancé par le président de la République dernièrement, qui montre que le ressenti des opérateurs économiques dans notre pays est en train de montrer qu'il y a encore une nécessité de pouvoir appliquer les réformes. Lorsque vous avez suivi le lancement qui a été fait par Son Excellence Madame la ministre d'État sur la question du climat des affaires et même le comité de pilotage, on s'est rendu compte que sur la feuille de route, il y a 35 ou 33% simplement des réformes qui sont appliquées sur les 100%. Ça veut dire qu'il y a quelques avancées qui sont en train de se faire. Mais en dehors de ces avancées, il y a quand même certaines choses qui sont aussi en cours. Je note par exemple la révision du Code des investissements. Je note par exemple la loi agricole qui est en train d'être révisée au niveau de l'Assemblée. Le Code foncier qui va passer probablement, et nous croisons les doigts d'ailleurs, qui peut passer à la session prochaine de septembre. Nous avons la révision de la loi sur le sauvetage des entreprises en péril. Nous avons une évaluation des réformes que nous sommes en train de faire. Ceci est simplement pour montrer que la question du climat des affaires est une question progressive, est une question qui nécessite que l'apport des uns et des autres puisse être fait, que l'apport des uns et des autres puisse être donné sur cette thématique du climat des affaires. Je sais que le rythme n'est pas bon. Je sais que le rythme n'est pas ce qui est voulu par les opérateurs économiques, mais je pense que s'il y a des gens qui sont observateurs de notre pays, ils se rendront compte d'une chose, c'est que nous sommes en train d'avancer. Vous allez même vous rendre compte qu'il y a une décision au niveau du gouvernement qui a fait la réduction de certaines taxes. Ça a été pris au niveau du gouvernement. Des taxes au niveau du commerce extérieur, à l'importation, et le problème, c'est qu'il faut l'appliquer. Mais le pas est déjà lancé. Je suis un partisan du verre à moitié plein et non du verre à moitié vide. Il est important de noter que pour encourager ce que j'appelle des partenariats stratégiques, il y a d'abord un dialogue qu'il faut avoir entre le pouvoir public et le pouvoir privé. Deuxièmement, je reviendrai à la première question, c'est assainir le climat des affaires, parce que vous êtes en train de dire qu'est-ce que l'on peut faire pour amener de partenariats stratégiques. Un opérateur économique étranger et même local ne sait pas se lancer si le cadre légal n'est pas mis en place, si le cadre légal n'est pas
satisfaisant, on n'est pas incitatif pour que nous puissions avoir des investissements qui soient sereins et même sains. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a ce dialogue public-privé. Nous avons un plaidoyer que le gouvernement fait au travers de certaines structures. L'Agence nationale pour la promotion des investissements, que je conduis aujourd'hui avec mon collègue M. Bruno Tshibangou et avec les membres du conseil d'administration, nous faisons ce qu'on appelle la question du plaidoyer. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des missions de ciblage. Nous allons vers les opérateurs économiques, vers des pays qui ont probablement les mêmes avantages comparatifs que nous sur les questions agricoles, sur les questions économiques, sur les questions de tourisme. Tout dépend de la priorité que le gouvernement prend sur ces différentes questions. Lorsque nous regardons par exemple les questions de justice, nous faisons tout pour que la justice soit assainie, pour qu'un opérateur économique se dise, si je dois venir dans ce pays, est-ce que la justice est la même partout? Est-ce que je peux avoir une équité sur le plan de la justice? Au-delà de ça, nous participons quand même avec les affaires étrangères pour que nous arrivions à promouvoir cette question de diplomatie-développement, afin que les investissements directs étrangers se disent, il y a des efforts que ce pays est en train de faire. Les entités régionales dans lesquelles nous avons une certaine coopération, je parle de East African Community, je parle de COMESA, je parle de SADC, sont des structures qui font en sorte qu'un pays qui émane de ces différentes régions se dit « je peux avoir les mêmes conditions que j'ai dans mon pays pour venir ici ». Et donc, nous encourageons cela. Et à cela, nous voyons les traités bilatéraux d'investissement qui sont signés, les traités de non-double imposition sur les impôts. À cela, nous voyons les traités de la promotion et de la protection réciproque des investissements. Et à cela, nous voyons un certain nombre des actes qui sont signés. Et ça permet à ce que les opérateurs économiques se disent « ce cadre est placé ». Mais ça ne s'arrête pas là. Nous allons aussi vers nos ambassades qui se retrouvent dans les pays dans lesquels ils sont accrédités. Nous faisons en sorte que le personnel diplomatique qui se retrouve là-bas ait les notions de promotion d'investissement. Nous l'avons fait dans plusieurs pays. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a ce qu'on appelle une sorte de connaissance que nous pensons qui est transférée et qui fait en sorte que le personnel diplomatique accrédité dans les pays dans lesquels ils sont ont cette notion de promotion d'investissement. C'est ça, toute une sorte d'arsenal qui est mis en place. Je ne sais pas les citer tous ici, mais je peux dire quand même que nous avons aussi ce qu'on appelle l'adhésion de notre pays, par exemple, à la Convention de New York, la Convention de Sirdi, la CA, et un certain nombre d'éléments qui est en train de promouvoir la sécurité juridique interne et externe pour les opérateurs économiques. Voilà un peu cité, je ne pense pas avoir tout cité, les différents éléments qui sont mis en place. L'observation de l'environnement économique de notre pays, mais surtout l'observation du cadre légal, est en train de montrer qu'au-delà du plan national sectoriel de développement que nous avons, ou stratégique de développement que nous avons, il y a des éléments que nous pensons qui manquent. La politique nationale d'investissement, par exemple. Et nous sommes en train de travailler à l'élaboration de cette politique nationale d'investissement. Et nous pensons que si nous avons cette politique nationale d'investissement, cela va permettre d'être focus sur des secteurs précis. Quand on est, par exemple, focus sur un secteur que je cite, l'agriculture, la politique nationale d'investissement fait en sorte qu'on puisse avoir tout l'écosystème autour de l'agriculture. Quelle est la fiscalité applicable derrière? Quelles sont les incitations qui sont données derrière? Quelle est l'infrastructure qui peut être bâtie autour de cette politique nationale sectorielle de développement? Quelle est aujourd'hui la stratégie qui peut être faite? Nous pouvons avoir des ressources humaines derrière, nous pouvons avoir une formation, on peut avoir une province qui peut être ciblée pour qu'on développe l'agriculture. On peut avoir une spéculation qui peut être décidée. On peut dire que ce soit la tomate, que ce soit l'oignon, que ce soit le riz, que ce soit les haricots. Mais on se dit, au bout d'une année, voici ce que le pays veut faire. Et ça se bâtit dans le cadre d'une politique nationale d'investissement. Et nous sommes en train de travailler là-dessus. Et bien entendu, on va faire en sorte que cela soit transversal. Le ministère de l'économie, des finances, commerce extérieur, la Banque centrale, et pourquoi pas les petites et moyennes entreprises, je parle du secteur privé. Mais il y a aussi ce que j'appelle la politique nationale des réformes. Aujourd'hui, nous avons tellement des conférences qui existent, tellement des ateliers qui existent. J'en ai dénombré un peu plus de... Allez, aujourd'hui, dans ma petite vie dans le secteur public, on en a quand même aujourd'hui une bonne douzaine, une quinzaine même. Et on arrive aux mêmes recommandations. Mais on arrive aux mêmes recommandations avec les mêmes acteurs, avec les mêmes conclusions. Quand on évalue ces ateliers, quand on évalue ces conférences, on se rend compte qu'on n'avance toujours pas. Mais on avance parce qu'en fait, il n'y a pas ce que j'appelle une politique publique
réelle sur la question des réformes. Et c'est pour ça que nous nous disons qu'il faut une politique nationale de réforme. Ça va permettre à ce que nous puissions être focus. Chaque secteur, chaque ministère va se dire, lorsque j'arrive dans mon secteur, voici le cas dans lequel je pars. Mais aussi la définition d'une nouvelle feuille de route qui va être dans ce cadre de politique nationale de réforme. Mais aussi l'implication des provinces. Les provinces devraient être très orientées sur le développement. Et nous travaillons très étroitement avec les provinces. Quand je parle de très étroitement, nous installons les cellules provinciales des provinces. Aujourd'hui, il y en a 22, aujourd'hui, il y en a peut-être 24. Nous avons l'ambition d'avoir 26. Ces cellules provinciales, c'est des outils d'aide à la décision aux gouverneurs de province. Aujourd'hui, nous voulons que là où il n'y a pas un guichet unique de création d'entreprise, que nous puissions avoir des points uniques de création d'entreprise. Aujourd'hui, nous en avons déjà initié deux ou trois et nous sommes en train d'avancer là-dessus. Alors, d'autres stratégies derrière, c'est de faire en sorte qu'on puisse former les ressources humaines au niveau de l'administration. Une chose est d'avoir la loi, une chose est d'avoir un système, mais l'autre chose est d'avoir un opérateur administratif ou un agent administratif qui connaît la loi et qui est formé à ce civisme-là. Ça participe à la question du boostage de l'économie. Et il y a la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, c'est un élément qui est extrêmement important. Si on ne lutte pas contre la corruption, s'il n'y a pas une conscience, s'il n'y a pas de l'éthique dans le chef du Congolais, moi y compris, mes frères qui sont en train de nous suivre, on pourra tout faire, on pourra avoir des très bonnes lois, on pourra avoir tout ceci, mais on n'avancera pas. Voilà un peu ce que nous pensons qui peut être fait. Et bien entendu en adéquation et en transversalité avec d'autres services. L'ANAPI ne peut pas tout faire, l'ANAPI fait les choses avec d'autres services. J'ai cité l'ANADEC, j'ai cité l'ANSER, j'ai cité des ministères comme les finances, comme le ministère du plan dont nous sommes sous tutelle, et nous avons le ministère de l'économie, nous avons le ministère du commerce extérieur, et tous les autres ministères, en fait, nous sommes au service du gouvernement.